Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on parle de... je sais pas. Attendez. Des définitions de l'INSEE. Est-ce qu'on fait une liste des définitions de l'INSEE? Non, ce sera pas le titre. Le titre, ce sera un truc du genre... euh, les sondages d'opinion. 2 points. Voilà, ce sera ça le titre. Je sais pas encore de quoi on va parler. Mais des sondages d'opinion, en tout cas. Parce que sur le stream, là, vous avez le titre. Intéressons-vous aux sondages d'opinion. Rien ne va. Alors, est-ce à l'image de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire en particulier de Ipsos. J'aime parce que sur mon retour... Ah attends, je regarde sur votre retour. J'en profite. Oh non, tant pis. Le retour de YouTube est très bien donc. Mais Ipsos, on en a parlé vite fait, et en plus je l'ai mis dans un short en mode on en a parlé. Alors que on en a surtout parlé pour dire qu'on allait en parler. N'hésitez pas à compter le nombre de fois où j'ai dit parler pour le mettre en commentaire. Ipsos BVA pour beau, vivant et athlétique. Vieille famille. Bon bref. Ipsos, institut de sondage d'opinion, spécialisé dans les sondages politiques. Si vous ne le saviez pas. Que disent Wikipédia d'autres? Fondé en 1975, ce qui est drôle. Si vous savez pourquoi, bravo. Sinon, on va parler d'un gros sujet. Qui s'est produit de 3 ans avant, je crois. 3 ans avant. 72. Je vérifie sur mon écran que vous voyez pas. C'est pas le bon truc. 73. 2 ans avant. Mais on va parler d'Ipsos. Créé par Didier Truchot. Et oui, vous voyez que j'ai déjà ouvert sa page. Parce que l'Institut politique... il se présente comment, Ipsos? Pensez à leur rapport à l'art. C'est un institut de sondage. Sur le marché des sondages d'opinion. Quiz, pourquoi tous les sondages... Enfin, tous les instituts spécialisés dans l'opinion publique sont bleus? Voilà. Il n'y a pas de raison. Donc Ipsos, créé en 75 par Didier Truchot. Didier Truchot, qui a une licence en sociologie et sciences économiques en... Il n'avait pas marqué l'année, mais il est né en 46. Il quitte l'IFOP en 75. Donc j'imagine dans les années 60-70, il termine sa licence en sociologie et en sciences économiques. Ensuite chargé d'études à l'IFOP. Ah, c'est quand même dommage, mais c'est l'IFOP des années 70, c'était pas le même. C'était à l'époque où il faisait, comme on a vu, des... Bon, de toute façon, tout le monde faisait ça parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'autres alternatives. Mais où il faisait des face-à-face. Donc il faisait du porte-à-porte. Il quitte l'IFOP et il fonde Ipsos en 75, qui dirige toujours plus ou moins. Il y a un autre directeur, je crois, à l'IFOP. Non, pas à l'IFOP, à Ipsos. Direction Jean-Laurent Poitou, depuis 2025. Bienvenue Jean-Laurent Poitou. LinkedIn, ah oui. Copain d'avant. Ouais, bon. En fait, il y a quelque chose qui m'a perturbé. C'est vrai que Ipsos, c'est numéro 3 mondial, je crois, de sondage d'opinion. Pourtant, vraiment, c'est pas les gens les plus connus. Les personnes qui travaillent dedans. Ce qui est plutôt gage de qualité. C'est pas les plus connus dans la sphère Wikipédia politique. Mais souvent, c'est l'occasion d'être connu dans d'autres sphères, comme par exemple dans la science. Est-ce que c'est le cas? Bof.
Mais non, pas ça, pitié, pas ça. C'est super, hein, mais voilà. Par contre, je sais pas par quel bout commencer. Vous pouvez pas m'aider? Par les définitions de l'INSEE? Non, on va pas faire ça. Alors, on va commencer par pourquoi s'intéresser aux sondages d'opinion? Il serait temps. C'est simple. Comme on l'a vu, Ipsos, fondé en 75 par un mec qui a fait une licence de sociologie. Il s'est passé quelque chose dans les années 70 en sociologie. Il s'est passé Bourdieu. C'était pas que dans les années 70. Mais en 73, il a donné des cours et il a écrit « L'opinion publique n'existe pas ». C'est pour ça que je trouve ça osé de la part d'un mec 2 ans plus tard de fonder un institut d'opinion publique. Donc l'opinion publique n'existe pas, par Pierre Bourdieu, qui est juste un cours, je crois. Putain, il y a sa version complète. Je pourrais mettre le lien de la version complète de l'opinion publique n'existe pas de Bourdieu. Hop. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il en dit? Bourdieu, et donc on va partir de ce postulat-là aussi, hein. Mais il dit à l'époque qu'il y a 3 postulats. Tout le monde peut produire, enfin, pour construire des sondages d'opinion, il faut accepter 3 états de fait. Que tout le monde peut produire une opinion, parce que c'est ce qu'on va chercher à aller enquêter. Donc si tout le monde n'en a pas, c'est compliqué. Si tout le monde n'en a pas d'original, pareil. Toutes les opinions se valent. Et la question qu'on pose est légitime pour tout le monde. Donc tout le monde va y trouver son intérêt. Donc ensuite, il démontre que c'est de la merde. Mais faire un cours sur Bourdieu là maintenant. En tout cas, il montre à son époque que les instituts se plient à la conjecture et que donc on formule les questions en fonction des problématiques politiques et pas des intérêts de tous les Français, en gros. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui. Pour ça, on va s'appuyer sur Ipsos et sa propre définition de sa méthodologie. Voilà, pour retourner dans un truc qu'on connaît, ça la méthodologie, hein. Illustration. Élection présidentielle 2022. Ipsos, comme tous les instituts de sondage avant les élections présidentielles, se disent « Merde, on va être attaqué sur notre méthodologie, parce que c'est ce qui se passe chaque année. C'est vrai qu'il y a pas mal d'instituts de sondage qui se laissent à désirer. Bon, nous on est Ipsos, 3e mondial. Allez, on sort une petite analyse de notre propre méthodologie. » Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, est-ce qu'on peut les attaquer sur les panels? Donc les ensembles, les échantillons finalement, les ensembles d'individus qui vont aller interroger. Bah apparemment pas, parce que c'est vrai qu'ils ont une antériorité, voilà, depuis les années 70-80, sachant qu'ils ont été construits, fondés en 75. Hein. Bon. Mais depuis ces années-là, ils s'inspirent des panels postaux qu'ils faisaient à l'époque. Donc en gros, ils avaient le profil de différentes personnes et ils allaient toquer à leur porte. Bon, aujourd'hui ça n'a rien à voir, mais on peut se dire qu'ok, ils le font depuis les années 75. Ils s'y connaissent en tout cas dans la construction des panels. Donc on avait vu ce qu'était un panel, mais en gros c'est on va pas lancer des mails n'importe où, sur n'importe quelle boîte mail en espérant trouver les bonnes personnes. Mais on a un site sur lequel les personnes se sont inscrites, elles ont donné les données de base de leur profil en mode votre métier, machin et tout ce qu'il faut pour faire la méthode des quotas. Et on va piocher, après on va interroger les personnes qui nous intéressent. Alors, bon du coup on est sûr qu'on a les bons quotas en tout cas,
Après, on avait vu avec CSA, je sais plus, CSA, Ipsos, j'en sais rien. Pas Ipsos. Qu'est-ce qu'on a vu? Odoxa. Je crois que c'était avec Odoxa. Qu'il y avait le problème de... eux aussi ont des panels, mais quelles personnes vont répondre dans ces panels? Alors certes, on peut faire la méthode des quotas, mais en même temps, dans les panels, du coup, ça permet aux gens de discuter entre eux, de créer du lien, ce qui est super en théorie, mais dans les faits, bah, ça influence les résultats, parce que ça devient une communauté, donc on a une réponse de communauté et pas d'un ensemble d'individus. Donc ça représente moins bien. Bourdieu, c'est ce qu'il appelle les opinions plus ou moins fortes, celles qu'on va plus ou moins défendre. Donc bah, dans une communauté, s'il y en a qui défendent fortement une opinion, c'est celle qui va ressortir, mais c'est peut-être pas l'avis général. Et on va effacer tous ceux qui n'avaient pas d'opinion à la base, évidemment, qui seront laissés convaincre plus ou moins facilement. Alors que bah, si on les sort de ce sondage-là, peut-être que dans la vie de tous les jours, ils n'auraient pas cet avis-là. Donc en tout cas, il y a toujours a priori les problèmes des panels, sauf s'ils nous en parlent plus tard, qu'ils ont réussi à faire un truc super. Il y a toujours les problèmes inhérents au panel. Mais on peut leur faire confiance à Ipsos sur le fait de faire de bons panels, en tout cas. C'est déjà pas mal. Donc, une fois qu'on a ce bon panel, antériorité, ils savent le faire depuis longtemps, qui gère un recueil online. Je vais zoomer un peu plus. Voilà, là on est pas mal. Recueil online, panel de plus de 65 pays, donc en l'occurrence on s'occupe des présidentielles 2022 en France. Bah, c'est un peu flex, en fait c'est un peu flex de le mettre dans le deuxième paragraphe. C'est super d'être dans 65 pays, mais en l'occurrence on va pas les interroger, donc à la limite on s'en fout. Mais chacun d'eux répond aux mêmes exigences méthodologiques. Ipsos a commencé à réaliser des enquêtes, je lis au moins ce qui est en gras, parce que c'est ce qui va le mettre en avant. A commencé à réaliser des enquêtes en ligne en 99. 99, c'est aussi la date où ils sont entrés en bourse. Bon. J'avais un point plus tard en mode est-ce qu'il y a un lien entre l'entrée en bourse et le capitalisme tout simplement, mais la volonté de grossir pour une entreprise. Bah, du coup, est-ce qu'il y a un lien entre passer à des enquêtes en ligne et puis donc en présentiel, j'imagine? Je sais pas s'ils ont passé par téléphone d'abord. Ça aurait été bien de le savoir d'ailleurs. Et en tout cas, c'est moins cher, ça c'est sûr, et c'est moins bien aussi. Pour le coup. Il y a d'autres avantages, mais il y a plus de désavantages que d'avantages. D'un point de vue scientifique, d'un point de vue global, bah, voilà, c'est moins cher, donc on peut en faire plus. Et gère des panels online depuis plus de 20 ans, pour tout type d'études. Plus de 20 ans en 2022. Comment ça? Ça veut dire qu'ils faisaient pas de panel dans les années 70-80. Ah non, ils gèrent des panels online depuis plus de 20 ans. Ouais. C'est sûr que dans les années 70, les panels online, ça devait être compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais pas mettre cette musique, ça me saoule. On va rester sur les trucs classiques. Hein. Ça marche toujours bien. Les panels sont gérés par des experts expérimentés. J'aime beaucoup ce genre de formulation. Des experts expérimentés qui, tout en intégrant l'expérience... Non mais ça suffit. C'est des experts expérimentés qui ont de l'expérience, c'est ça? Oui. Intégrant l'expérience d'Ipsos en matière d'algorithmes d'échantillonnage et d'automatisation. Alors, c'est mauvais signe. Qu'on soit d'accord dans la vie de tous les jours, quand on dit qu'un truc est géré par des algorithmes, c'est moins cher et plus rapide au prix de quelque chose. La vie privée, un système plus opaque, des trucs comme ça. Bon, on va faire confiance à Ipsos pour la vie privée, parce que quand même, ils sont pas si amateurs.
Par contre, les algorithmes d'échantillonnage et d'automatisation, ça veut dire qu'a priori, c'est géré par personne. C'est quand même... Enfin, la base de la méthode scientifique, c'est quand même d'être capable de justifier ton échantillon. Et a priori de justifier ta méthode aussi, donc d'éviter d'automatiser. C'est un débat en sciences. Voilà, petite parenthèse débat. Mais est-ce qu'on peut s'autoriser à être mécanique? Parce que, en particulier dans les sondages tout court, d'ailleurs, pas que les sondages d'opinion, dans les questionnaires par exemple, où il y a peu de modalités, où il n'y en a qu'une ou deux, on se dit que on peut traiter les résultats de manière mécanique. Donc juste par un algorithme ou par un stagiaire qui n'a que ça à faire et qui n'est pas formé, on va compter le nombre de oui, compter le nombre de non, et c'est tout. Ça, c'est la manière mécanique. On sortira avec un chiffre, voilà. Un chiffre quantitatif. Mais dans la méthode quantitative, il n'y a pas que une méthode mécanique. On peut être un peu plus organique et essayer de comprendre comment ils ont répondu oui ou non. Par exemple, dans le cas d'un questionnaire qu'on passe, où il y a quelqu'un qui passe le questionnaire, le temps de réponse, ou l'hésitation, ou la frustration de ne pas avoir plus de modalités, ce genre de trucs. Bon, ça, l'algorithme d'échantillonnage et d'automatisation, c'est sûr qu'il ne le captera pas. Donc déjà, la méthode n'est pas optimale. Financièrement, je pense qu'elle est optimale. Et finalement, c'est le lot de tous les organismes de ce genre-là. Hein. Odoxa, IFOP, Ipsos, CSA, tout ce qu'on a vu, on a vu que au fur et à mesure des années, ils se vantaient d'être de plus en plus efficaces, mais pas efficaces scientifiquement, efficaces financièrement. Donc ils développent en permanence des solutions innovantes. Ouah, je serais curieux de voir, en vrai. Alors si, ouais, je vois ce qu'ils veulent dire. Et ils vont en parler plus tard, je pense. Celle-ci s'appuie sur les dernières avancées technologiques, un travail de research on research. Alors, c'est culotté. La recherche sur la recherche, c'est un grand pan de la socio des sciences. Mais après, peut-être qu'ils font vraiment des reviews sur les enquêtes réalisées. L'analyse concurrentielle, la veille et la surveillance des tendances de notre industrie. Ah merde. Ah d'accord. Donc en fait, ils font pas de l'épistémologie, qui est un petit peu la recherche sur la recherche. Ils font des études de marché qu'ils appellent research on research. Parce que sur les enquêtes réalisées, donc les leurs, j'imagine, ou peut-être pas que, mais l'analyse concurrentielle, du coup, c'est sur celles des autres. La veille et la surveillance des tendances, c'est des études de marché. Donc ça n'a rien à voir avec la science. Ce qui n'est pas grave, mais c'est juste pour être clair. Les équipes opérationnelles ont une connaissance approfondie des fondements théoriques de l'échantillonnage. Alors, j'aurais tendance à dire heureusement, mais en même temps, étant donné que l'algorithme, c'est lui qui s'occupe d'échantillonner, qu'est-ce qu'on en a... Enfin, c'est mieux, hein, mais... mais a priori, ça va pas leur servir d'avoir des fondements théoriques de l'échantillonnage. Mais c'est bien de préciser théorique, parce que du coup, ils vont pas le mettre en pratique. Vu que c'est un algorithme. Les différents modes de recrutement et de la gestion des panélistes. Enfin, j'imagine qu'ils doivent gérer les panels, c'est vrai. Qui leur permettent de concevoir des stratégies optimales pour répondre aux exigences des différents projets. Ouais, bon, ça, voilà. Marketing. Qui sont les personnes interrogées par Ipsos? Les personnes interrogées par Ipsos pendant des enquêtes en ligne sont recrutées au sein d'un panel mondial géré par ISS ICEI. Alors, ICEI, j'ai essayé de regarder, et il me semble que ça n'est que Ipsos. Est-ce qu'il y a une page Wikipédia pour ICEI d'ailleurs? Ah oui, mais j'avais pas vu. D'accord, non, rien à voir. Donc j'imagine que non, en fait, il n'y en a pas. Richard ICEI, c'est un psychiatre, psychanalyste et un activiste gay.
Ok. C'est psychanalyste et gay activiste. Ok. Bon, bref. Donc, a priori, c'est à eux. Hein. Un panel mondial géré par ISS. Donc, eux. Enfin, IS, pardon, ISS, c'est autre chose. Donc, ISS, c'est Ipsos ISA. Et on va y venir plus tard, mais voyons déjà ce qu'ils en disent dans leur méthodologie. Et parfois de panels additionnels gérés par des autres pays, machin. Bon, ils complètent leur échantillon si jamais il manque des gens par d'autres panels. Ça, tant mieux. Tout le monde peut demander à intégrer le panel ISA. En Europe, petite stat sur leur panel, 38% des panélistes sont recrutés via les réseaux sociaux. Bon. Genre, c'est pas une fierté, a priori. En fait, c'est un peu drôle, mais... Ah, remarque, je sais pas. Je sais pas quels sont les chiffres de... consommation des réseaux sociaux en France. On est combien? 78% de la population? Ah, ça va. 51% de femmes et 49% d'hommes. Plutôt... voilà. On n'était pas là, on en était là. Donc recruter via les réseaux sociaux, bon... on peut se dire que ça va sous-représenter les vieux, mais en même temps les vieux sont sur les réseaux sociaux aussi. Juste pas les mêmes. Donc, peut-être préciser quels réseaux sociaux, ça aurait été pas mal. 26% par auto-recrutement. Donc, oui, on a vu sur leur site « Rejoignez-nous dès maintenant », donc c'est ça les 26% d'auto-recrutement. Et recommandations. Et 36%... Attends, je me suis pas attardé, mais recommandations, ça veut dire quoi? Il y a des personnes particulièrement pertinentes? Ah, ou alors auto-recrutement, c'est ceux qui trouvent le site, et recommandations, c'est ceux qui se font recommander le site. Je sais pas. 36% par les réseaux d'affiliation et les agences médias, donc la pub. Recrutement et multisource est la meilleure option pour maintenir une base représentative des répondants. Ouais. Ouais, ça dépend ce que tu mets dans recommandations en fait. Est-ce qu'avec ces trois modes-là, réseaux sociaux, auto-recrutement, recommandations et pub, tu peux toucher tout le monde? A priori, ça va. Il arrive lorsque cela est nécessaire pour répondre aux exigences qui peuvent s'associer avec des fournisseurs externes, donc compléter leur panel, on a déjà vu. Les contrôles sur les candidats panélistes. Contrôle qualité d'Ipsos recouvre l'ensemble du cycle de vie d'une étude. Oui, donc ils ont une review, quoi. Et commencent par le recrutement des répondants. Ah, donc, ouais, en fait, ils vont s'éterniser sur comment on construit notre panel. Donc, on n'aura pas de réponse sur comment ils construisent les questions, qui leur dicte les questions, est-ce qu'ils ont des financements, machin. Non. Sur la présidentielle 2022, c'est juste notre échantillon représentatif. Ouais, c'était pas ma priorité, j'avoue. Mais plutôt, pourquoi tu mets cette problématique et pas une autre dans tes questions? Tout le monde peut postuler, machin. Au moins, ça nous éclaire sur les questionnaires relativement objectifs, en mode vous allez voter pour qui? Et encore, c'est toujours intéressant de se pencher sur comment ils ont construit les questions, la suite de questions, comment ils ont décidé de l'articuler, voilà. Comment ils ont fait leur site. Quelles questions exactes ils ont posées. Est-ce que c'était est-ce que vous allez voter pour cette personne ou est-ce que cette problématique est importante pour vous? Email unique. Donc ça c'est juste pour rassurer les personnes qui vont lire. Hein. TKT, notre panel, il n'y a qu'une seule adresse email, les coordonnées. On a une liste de blocage pour les gens nuls. Pas plus d'un compte panéliste par appareil. Ouais. Empreinte numérique, validation de la GeoIP du pays. Détection de proxy ouvert anonyme. Donc ils sont super sécurisés.
Là, pour le coup, je m'y connais pas de ouf, mais je leur fais confiance. Parce que c'est sur ça que repose leur marché, donc je leur fais confiance sur leur marché en tout cas. Pour faire partie du panel Ipsos, tous les panélistes doivent fournir un certain nombre d'informations. Voilà, ils font un profilage. Est-ce qu'on va retrouver le minimum syndical pour faire une méthode des quotas? Nom, adresse électronique, genre, année et mois de naissance, code postal, taille du ménage, âge et sexe des enfants à la charge, niveau d'éducation, niveau de revenu. Et trucs spécifiques. Ok. Oui, ça c'est juste la méthode de quota, mais ils vont au-delà. Animaux domestiques, boissons préférées, finances, appareils électroniques, véhicules, santé, etc. Et du coup, je me demande, est-ce qu'ils vendent leurs données à quelqu'un? Ce serait terrible. J'imagine, j'espère que non. Pour chaque question, une date d'expiration spécifique est définie dans le système, allant d'1 mois à 2 ans. Alors ça, c'est bien par contre. On repose la question tous les un certain temps en fonction de la question, j'imagine. Toutes ces informations nous servent à constituer des échantillons représentatifs. On commence par définir précisément les proportions de personnes interrogées. Oui. Une application d'échantillonnage propriétaire. En fonction des exigences, le logiciel sélectionne les répondants potentiels correspondant aux cibles. Certains panélistes peuvent être exclus de la participation aux enquêtes pendant les périodes déterminées. Donc ils peuvent discriminer en fonction de certaines caractéristiques. Oui, c'est ce qu'on fait. C'est pas beau de dire discriminer, mais c'est ce qu'on fait dans les enquêtes. Et bon, j'avoue que la technique du pot de miel, c'est sympa. C'est le fait de poser des questions que juste les bots vont saisir. Ils excluent les gens qui répondent pas. Bon, je veux savoir si est-ce qu'ils parlent de leurs questions à un moment ou c'est juste vous inquiétez pas, notre panel est super. Qu'est-ce que c'est ça? La protection des données. Encore pour rassurer le lecteur, quoi. Protection des données et c'est fini. Ok. Bon. Alors la méthodologie ne se limite pas à comment on construit notre panel. Parce que là, il n'y a même pas de comment on va vers eux. C'est même pas marqué que ils reçoivent un mail, même si ce serait étonnant que ce soit autrement, mais... Après, est-ce qu'ils reçoivent un mail ou est-ce qu'ils reçoivent une notif sur leur téléphone? Ce sera pas la même chose. Bon. Donc on ne saura pas comment, en tout cas dans la présidentielle 2022, ont été construites les questions. Parce que c'était des sondages d'opinion sur une élection présidentielle quand même. On ne saura pas comment ont été construites les questions, quelles problématiques ont été retenues, lesquelles ont été sorties, pourquoi. Bon. Mais donc, qu'est-ce que c'est leur panel ICEI? Eh ben, on peut aller voir sur leur site. Et, première chose qui m'a fait un peu bizarre, donc au début, répondre à des questions et gagner des récompenses, c'est mis en vert. Et si on descend un peu, effectivement, on peut choisir des récompenses, donc ça met ça en avant quand même. Alors, pour Odoxa, on avait déjà vu, il y a des compensations de genre, voilà, à peine 3 €, c'est pas grand chose. Même chose qu'avec Odoxa. Une rémunération, ça attire certaines catégories de population. Et si tu te dédouanes en disant oui, mais ça n'est que quelques euros, et ben ça attire d'autant plus certaines catégories de population pour qui 3 € c'est beaucoup. Donc, bon. Et autre chose avec la rémunération, c'est que on va aborder un paradoxe important des sondages d'opinion, parce que c'est pas la première fois qu'on voit un institut de sondage et ce sera pas la dernière. Mais comme ça, ce sera dit, et je le répéterai peut-être. Mais la grosse force des sondages d'opinion aujourd'hui, et en particulier dans les démocraties, c'est que il n'y a pas vraiment de moyen de savoir si la question qui a été posée
est pertinente. Si ce n'est de dire, moi personnellement je ne me la suis pas posée avant, mes amis non plus, donc mon cercle ne se l'est pas posé, a priori elle est nulle. Et techniquement c'est ce qui marche le mieux. Mais ça sera limité à votre cercle de connaissances. Le seul moyen de savoir si une question, beaucoup de gens se la sont posée, c'est de la poser à beaucoup de gens, donc de faire un sondage. Le problème, c'est que c'est pas dans l'intérêt des instituts de sondage de garder la statistique de combien de personnes n'ont pas répondu. Parce que précisément, ça montre combien de personnes se foutent de la question qui a été posée. Donc ça délégitime le sondage. Pour des sondages de marché comme cela, hein. Dans un sondage scientifique, c'est très bien de faire ça. Et tout le monde le fait. Mais c'est vrai que ce sera la plus grande différence entre les sondages de marché qui sont faits pour être rentables et les sondages scientifiques qui sont faits pour prouver des trucs. C'est cette stat de combien de personnes n'ont pas répondu. Ou combien de personnes ont répondu, même. Parce que là, en l'occurrence, quand on met une rémunération, ça pousse vraiment à avoir un avis sur chaque réponse. Parce que plein de phénomènes. En plus, ça dépend si on est payé à la réponse à la question ou au questionnaire. Si on est payé à la réponse à la question, on va répondre à toutes les questions, donc il n'y aura pas de non-réponse. Ou très peu. Si on est payé au questionnaire, il y aura peut-être des non-réponses, mais moins malgré tout, parce qu'on se sentira un peu redevable. Donc on va essayer d'avoir une opinion sur tout. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ce qui est rarement le cas d'ailleurs. En fonction de la formulation des questions, on peut ne pas avoir d'opinion. C'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal. Ça devrait être étudié, mais ça ne l'est pas. Pas par ces instituts-là en tout cas. Je vais revenir à... Je peux pas avoir un petit truc Ipsos, voilà. Ipsos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh ben, comment on peut savoir si une question était pertinente à poser ? Alors on pourrait refaire un sondage sur est-ce que cette question était pertinente, mais personne ne va faire ça. Mais c'est vrai qu'instinctivement, on va se tourner vers le taux de réponse. Donc on a vu, le taux de réponse n'est pas défini par la pertinence de la question. Là, en l'occurrence, il y a une rémunération, donc c'est pire. Mais qu'est-ce que j'avais ? Tac, tac. C'est vrai que là, pour le coup, c'était un sondage politique pour une élection présidentielle, donc c'est directement lié au pouvoir en place. Mais il faut avoir en tête que, voilà, la légitimité des sondages, elle tient au fait qu'ils existent, d'une part, mais qu'ils soient financés par quelqu'un d'autre part. Et ce quelqu'un, c'est toujours quelqu'un qui a un intérêt politique. Puisque l'opinion publique, telle qu'il est recueilli par les instituts de sondage, et c'est aussi le travail de Bourdieu, mais pas que, c'est de montrer que le recueil de cette opinion publique-là, c'est un outil de la politique d'une manière générale, des hommes et femmes politiques ou des organisations politiques, souvent des partis d'ailleurs, pour légitimer des actions. Donc, on l'a vu la dernière fois aussi, quand CNews pose des questions du jour ou qui s'appuient sur des sondages qui n'en sont pas et que légalement ils ne devraient pas appeler des sondages, c'est précisément pour légitimer les questions qu'ils sont en train de poser. Parce que le sondage a cet effet de consensus. Quand un sondage récupère plus de 1000 réponses, on se dit que plus de 1000 personnes ont trouvé la question légitime, ce qui n'est pas vrai, mais on peut avoir cet effet-là. Et donc, tous les organismes d'opinion, pour le coup, donc que ce soit les partis politiques qui vont surfer sur les opinions les plus dominantes pour récupérer des voix, ou les médias qui vont surfer sur les opinions pour ou bien les modifier, ou bien marcher dessus pour faire plus de profit,
ils vont profiter de cet effet de consensus des sondages. Donc soit dit en passant, c'est pour ça que la commission des sondages, alors je sais pas si c'est pour ça qu'elle a été mise en place, mais c'est une de ses missions principales en tout cas, c'est d'éviter qu'il y ait vraiment une remobilisation des... Pourquoi je suis très statique? Je crois que j'ai oublié de faire un truc. Ah non, j'ai crash. Mais en tout cas, voilà, c'est pour que on remobilise cet effet-là et que ça serve à notre discours. Je vais essayer de régler le problème. Ta ta ta. Bon, bah tant pis, hein, je suis toujours là. Donc oui, en tout cas, là où on peut avoir le plus confiance, et finalement, c'est une bonne question qu'on peut poser. Est-ce qu'aujourd'hui ces news m'autorisent à aller sur la question du jour? Oui. Encore une fois, on va pas faire la question du jour. Mais ça pourrait être un bon jeu, cela dit. Mais c'est une bonne question. On a plusieurs choses. Enfin, on va prendre un petit peu les deux extrêmes. Qui en vrai sont pas les extrêmes, mais ce sera une illustration. D'un côté, Ipsos, qui construit vraiment un panel, qui passe un petit moment à nous dire que son panel est super, qu'ils ont l'expérience pour en faire des super, qu'ils ont des experts expérimentés qui détiennent l'expérience pour les analyser. Enfin, je te l'ai dit, ils n'ont pas parlé de l'analyse, mais en tout cas, leur panel a l'air super représentatif. Et on peut, d'une certaine manière, leur faire confiance sur ça. Encore une fois, il peut pas être représentatif à 100% de l'avis des Français parce que précisément ils veulent le recueillir. Donc après, il faut croiser les résultats peut-être. Quand tout le monde a la même méthodologie, c'est compliqué de croiser les résultats, on est d'accord. En tout cas, c'est des panels, donc des échantillons qui sont très construits, où on a beaucoup de données dessus. Au contraire, prenons question CNews, vraiment juste oui-non sur une question sans contexte. On ne sait pas comment la question a été posée, on ne sait pas qui va répondre. On a vu qu'il y avait des biais, notamment pour les questions qui parlent de Mélenchon ou de LFI, où on a vu des mobilisations sur les réseaux sociaux pour aller storm les questions. Donc ça biaise le résultat, mais on ne sait pas exactement comment. On n'a pas besoin de s'inscrire pour répondre. Et on peut juste venir pour répondre à une seule question. D'ailleurs, on ne sait pas à quelle question les gens qui sont connectés ont passé. On ne connaît pas le taux de non-réponse. On gagne rien à répondre. Enfin bref. Ça n'a rien à voir avec la méthode d'Ipsos. Alors, laquelle sera le plus représentatif? Disons que... En fait, la question c'est est-ce qu'il y a une méthode qui est mieux que l'autre? Alors, oui. C'est sûr que la méthode d'Ipsos sera mieux que celle de la question du jour de CNews. Mais en même temps, la méthodologie doit s'adapter à la question qu'on va poser, à l'intérêt qu'on a. CNews est plutôt clair sur le fait... Enfin, non d'ailleurs, mais quand on lit les questions, c'est plutôt clair que c'est adressé à leur audience. Donc ça dépend comment ils vont l'interpréter en plateau. Encore une fois, j'ai pas regardé, mais s'ils disent 47% des gens qui ont répondu, donc 47% de nos auditeurs, auditrices, je pense pas qu'ils parlent d'écriture inclusive, donc 70% de nos auditeurs pensent que machin, et ils auraient pas tout à fait vrai, mais techniquement c'est leur intérêt en posant la question sur leur propre site, sur des thématiques qu'ils traitent en plateau. D'autant que c'est des thématiques qu'ils traitent en plateau, donc même s'ils informent mal, voire pas, eux ont le sentiment d'avoir donné quelques informations, un semblant de contexte sur la question qu'ils posent. Ce que pour le coup Ipsos ne va pas faire du tout. Ipsos va poser une question, alors pour le coup, dans l'exemple de la présidentielle 2022, bon, certainement ont-ils repris des questions
présente dans les médias ou directement la question pour qui vous allez voter. Mais dans tous les cas, c'est pas eux qui ont géré la question. Alors s'ils ont pris la question pour qui allez-vous voter, c'est une question plutôt légitime, en tout cas objective, voilà, c'est la question que les gens vont se poser. Alors il y a plein de biais malgré tout. De base, ça sous-représente les gens qui n'ont pas d'opinion. Mais si en plus c'est rémunéré, ce sera encore pire. Mais parce que répondre à un sondage, ça n'est pas mettre un vote dans l'urne. Et c'est le cas chaque année, mais on voit toujours que les sondages d'opinion, même s'ils essayent de compenser un petit peu, ils surreprésentent toujours l'extrême droite. Parce que... plein de raisons. On les a déjà un peu effleurés avec Odoxa. Mais c'est la combinaison de plusieurs facteurs. La maigre rémunération qui va attirer les catégories de population les plus précaires, qui sont celles qui votent le plus à l'extrême droite. Enfin, en tout cas, qui sont celles qui ont les intérêts les plus convergents avec les discours de l'extrême droite. Ou avec la gauche, hein, mais voilà. Les deux endroits où ils ont voté. Et donc ça, la méthode des quotas ne prévoit pas de protection face à la surreprésentation de la précarité. Donc à voir, peut-être que, je crois qu'ils avaient dit, voilà, dans cette super méthodologie d'Ipsos, normalement ils prennent en compte le niveau de revenu. Alors à quel point, d'ailleurs, est-ce que le niveau de revenu suffit à... Parce que je bouge vraiment plus. Hein. Est-ce que le niveau de revenu suffit à catégoriser les plus précaires ou pas? Est-ce qu'on est pauvre seulement parce qu'on n'a pas d'argent? Alors, soit dit en passant, encore une petite parenthèse, mais la réponse c'est juste non. Parce que je pense pas que je pourrais le retrouver ici, mais il suffit d'aller voir sur n'importe quelle enquête des comptes publics. Je sais plus, on a eu plein de ministres, donc c'est compliqué de garder le compte. Mais il y a plein d'exemples d'hommes et femmes politiques ou de proches d'hommes et femmes politiques qui vivent, soit avec des emplois fictifs, mais là pour le coup, des fois ça se voit, et ils n'ont pas le droit. Mais par contre, ils ont le droit de ne pas être payés. Et en fait, ça montre il y a vraiment des fiches de paye où c'est paye 0 euros. Ce qui est étonnant. Hein, mais en soi, ils ont le droit. Ça dépend du statut de l'emploi, de machin. Et pourtant, c'est des bourgeois, au moins. C'est des CSP+, en tout cas. Et ça existe parce que justement ces CSP+, dans certaines branches d'activité, ont cette réputation d'être payés en nature. Pas uniquement de baise, pas de baise d'ailleurs, pas à ce qu'on sait, mais être payé en nature, c'est simplement être payé par autre chose que par un salaire. Et c'est très courant que, c'est aussi le cas pour les cadres d'entreprise ou ce genre de choses, les simples avantages suffisent. C'est des privilèges, c'est une accumulation de privilèges qui fait que on peut vivre simplement des privilèges qu'on acquiert. Donc on n'a pas de mainmise sur comment on va dépenser notre argent, mais en même temps on n'a pas besoin d'en dépenser. Parce que si on est un cadre d'entreprise ou un conseiller parlementaire ou quelque chose comme ça et qu'on a voiture de fonction, chauffeur, appartement de fonction, cantine gratuite et connexion internet pour le travail parce que c'est nécessaire. Techniquement tout est nécessaire à son travail, mais comme au travail de tout à chacun. Et si tout est pris en compte, c'est un paiement en nature. Il n'y a pas besoin d'être payé plus. Donc il y aura un salaire de 0, mais sa vie est plus confortable que beaucoup de gens. Donc il ne sera pas précaire alors qu'il a 0 à la fin du mois. Qui soit dit en passant veut dire
pas d'impôts non plus. Donc on voit bien l'avantage. Et l'accumulation des privilèges, évidemment. Donc, voilà. Niveau de revenu ne suffit pas. Parce que dans le cas de ces cadres qui gagnent 0, leur revenu ce sera 0. Donc on pourrait croire qu'ils sont précaires alors que pas du tout. Mais précaire, c'est pas la seule raison pourquoi on voterait ou on surreprésenterait l'extrême droite dans un sondage. En fait, c'est aussi ce qu'a montré Bourdieu en 73 dans L'opinion publique n'existe pas. C'est que quand on va faire des sondages d'opinion et qu'on pose une question, quand on demande l'avis de quelqu'un sur quelque chose, on va pas seulement demander l'avis de quelqu'un sur quelque chose. Si je demande... Alors après, ça dépend du niveau d'éducation sur le sujet de la personne à qui on va poser la question. Mais quelqu'un qui aura creusé un petit peu le sujet du revenu universel, par exemple. Si on demande « Que pensez-vous du revenu universel ?» En soi, on va recevoir les réponses de « Est-ce que les gens sont pour ou contre le revenu universel ?» C'est vrai. Mais on recevra surtout la réponse de gens qui auront pris position par rapport à un avis qui est déjà émis dans la sphère politique, médias, tout ça. Donc un avis qui est déjà construit, une opinion, qui est que le salaire universel ou le salaire à vie est possible, que c'est soutenu par des économistes, et donc la question, ça peut... les gens peuvent y avoir vu la problématique de leur choix, ou en tout cas des problématiques différentes. Pour les gens qui n'auront pas creusé le sujet, ça aurait pu rester « Est-ce que vous êtes pour ou contre le salaire universel ?» Pour des personnes qui ont creusé la question, êtes-vous pour ou contre l'avis de Bernard Friot ? Voilà. Donc, pourquoi je parle de ça ? Parce que déjà, ça m'a permis de placer Bernard Friot. Bravo à moi. Mais aussi parce que c'est quelque chose d'éliminatoire en sciences. C'est pour ça que les sondages d'opinion de marché, c'est un peu la formulation que je sais pas si d'autres gens la soutiennent aussi, mais c'est une formulation qui me va. Les sondages d'opinion de marché, donc, qui sont définis par les questions les plus populaires, celles qui paieront le mieux, celles où il y a le plus de commanditaires, c'est... J'ai perdu le fil. Non, je l'ai retrouvé. Tac tac. Ah, c'est dur. Ça fait 1 heure, c'est dur. J'en étais où ? Il n'y a personne qui peut m'aider dans le chat. Tac tac tac. Imposer l'idée. Attends, j'essaie de me souvenir. J'étais parti de L'opinion publique n'existe pas. Ah, ça fait mal. Ne pas avoir la conclusion d'un développement qu'on a fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, j'ai retrouvé. Donc je disais, différentes personnes, mais donc différents profils peuvent voir différentes problématiques dans la même question. Ce qui est éliminatoire en sciences. Parce que la question est un moyen d'accéder à une problématique. En sciences, on construit... alors on a un sujet, puis on a des hypothèses, puis des problématiques, puis si on veut faire un questionnaire, on construit des questions pour répondre à notre problématique. Donc, faut faire très attention, et la méthode en sciences n'est pas la même que celle des panels des études d'opinion de marché. Mais l'objectif premier,
c'est que la question sera un moyen, elle doit traduire notre problématique. Elle doit pas être mal interprétée. C'est le truc de base. Le deuxième truc de base, c'est que la question doit pas... Enfin, la réponse qu'on obtient à une question doit pas être mal interprétée et doit pas trahir l'avis de la personne qui aura répondu. Alors, est-ce que c'est respecté dans le cas des études d'opinion comme celle-là? On peut pas en être sûr. Parce que, justement, on n'a pas une grande transparence sur comment sont construits les panels, que la méthode des quotas ne suffit pas dans les études d'opinion. On va leur reconnaître qu'au moins, a priori, ils font pas de regroupement. Parce qu'un regroupement mal fait, c'est vraiment juste trahir la réponse de la personne qui a répondu. Comme on l'a vu chez CSA. Hein. CSA trahissent les paroles de gens qui répondent. Et d'ailleurs, on peut faire un petit test. Hein. Alors, CSA, qui, on rappelle, n'est pas un institut de sondage. Un institut d'enquête un peu nul. Consultons les notices. Voilà. Commission des sondages. Hein. Est-ce que Ipsos fournit ses notices? Oui, déjà, on en voit une là le 12 janvier. On pourra parler d'Opinionway aussi. Opinionway, je pense qu'il y a des trucs à dire. Mais Ipsos, en fait, c'est bien d'en parler déjà parce que c'est un sujet qu'on aborde depuis un petit moment, mais aussi parce que c'est un peu le plus clean des instituts de sondage. Oh, alors, les instituts de sondage, c'est pas quelque chose de clean, hein, qu'on soit d'accord, mais... Voilà. Donc Ipsos respecte la loi. Donc Ipsos brille surtout dans les crises politiques. Donc on comprend qu'ils ne fassent pas 1000 sondages, et d'ailleurs tant mieux. Mais ils fournissent des notices, ils sont assez clean. Est-ce qu'on peut aller voir leurs notices techniques? Donc en plus c'est pas juste comme dans le cas de CSA où ils en avaient envoyé que 2 l'année dernière, et c'était vraiment juste des résumés de merde de leur communication. Là, voilà. Ipsos envoie vraiment une notice technique. Quelque chose d'un peu plus transparent. Alors transparent à quel point? Bon, à l'intervalle de confiance, ils sont d'accord, ils le mettent parce qu'ils en sont obligés. Mais je pense pas qu'il y ait de retour critique sur le fait que dans les sondages d'opinion, l'intervalle de confiance ne suffit pas. Ils ont une taille d'échantillon de moins de 1000, de ce que j'ai vu. 101 habitants de Marseille. Habitantes, j'imagine. Objet du sondage, échantillon interrogé. Qui font des méthodes de quotas d'après sexe, âge, profession, zone géographique d'habitation. Étant qui s'occupent que de Marseille, pas besoin de l'air de... Voilà. Mode de recueil par téléphone. Computer assisted. Bon. Et ils indiquent le taux de non-réponse. Ah, ça peut être intéressant. Dans le cas de leur étude de janvier, donc du 2 au 8, bon, c'est mieux que 2 jours, c'est mieux que 3 jours, mais voilà, ça reste 6 jours, quoi. On va dire une semaine. Ça reste une semaine, c'est pas top. Finalement, c'est étonnant que le meilleur élève reste Ipsos. D'ailleurs, ça m'étonne tellement que je vais aller vérifier ça. Est-ce que c'était représentatif de leur enquête? Non, pas Ipsos, voilà. IFOP. IFOP Group. Ta gueule. On prend le monde d'aujourd'hui. Je m'en fous. Ah ouais, société influence. Ah, j'avais pas fait de review de leur fiche, mais c'est vraiment...
Leur tête, c'est... Enfin, leur site, c'est vraiment influencé, quoi. Baromètre... Y a pas un truc un peu clean? Ça, j'avoue que je m'en fous. Savoir que tu sors tes chiffres du cul, là. Résumé IA. Ouais, super. Ah ouais, c'est vraiment un résumé IA d'une analyse bancale, quoi. Climat politique à Paris, ils ont pas un truc? Je veux juste savoir combien de temps dure leur enquête. Auto-administré en ligne... Ah ouais, 3 jours, hein. On était tombés sur la perle rare où c'était une enquête qui avait duré plus d'1 mois, je crois. Mais vraiment, le standard, c'est max une semaine. Donc finalement, sur les enquêtes d'opinion de marché comme celle-là, Ipsos reste le plus clean. En plus, c'est pas auto-administré, c'est par téléphone. Alors après, il y a un grand débat, Cathy, tout le monde l'utilise, mais c'est assez flou. Alors, Deltarune, c'est super, mais j'aimerais bien rester sur mon petit truc. C'est assez flou, Cathy, parce que, comme tous les trucs computer assisted, on sait pas à quel point c'est assisté par ordinateur. Parce que je sais que certains instituts de sondage qui mettent de l'IA dedans, par exemple, d'autres pas, et ça leur sert juste à garder les listes et à les appeler automatiquement. Donc, bon. On peut pas leur reprocher d'utiliser Cathy, tout le monde le fait. Mais on peut leur reprocher de pas être super transparent sur ce qu'ils en font, par exemple. Ça aurait pu être mieux. Alors par contre, le fait que les rapports soient relus... Alors est-ce que Jean-François Dorido est compétent? Non, c'est le directeur général. On peut pas savoir les diplômes qu'il a? Vas-y, je suis prêt à aller sur LinkedIn. Non, bah je suis pas prêt en fait. Directeur d'institut. Bon. Il ne brille pas par ses publications. J'aimerais vraiment que ça remarche. Je vais faire un truc. Hop. Tac tac. J'ai disparu. Ça me permet de boire un peu. Est-ce que, mine de rien, ça passe vite? Hop. Je suis là. Ça remarche. Alors, représentativité assurée par la méthode des quotas, donc ça on l'a vu. Ah, il manque des trucs. Sexe, l'âge, la profession, l'arrondissement de résidence. Ah oui, non, parce que c'est Marseille, toujours. Pas besoin de l'aire géographique, parce que c'est Marseille, l'aire géographique. Qui ferait un bon maire? Question... Alors, ah pardon. Oh, ça me fait si plaisir. Wouah, c'est le minimum, hein, mais ça fait du bien de voir que quelqu'un le fait. Ça, c'est pas mal. Question. Alors, j'ai pas encore lu la question, mais juste le fait qu'il donne le contexte avant, c'est beau. Les prochaines élections municipales auront lieu à Marseille au mois de mars prochain. À cette occasion, pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si elle ferait, selon vous, un bon maire pour Marseille. Ah oui, parce que c'est un... Ok, non, j'ai rien dit. J'allais dire, c'est bizarre de dire dites-moi si c'est un questionnaire, mais c'est par téléphone, donc c'est quelqu'un qui leur a posé la question. Quelqu'un leur a dit dites-moi si elle ferait, selon vous, un bon maire pour Marseille. On a même base ensemble. Je ne connais pas ces personnes, je ne connais pas Marseille. Il répète la question, 1% oui. On n'a pas les taux de nos réponses, mais de toute façon, ce serait pas représentatif parce que les gens sont compensés, je pense. C'est toujours leur panel et ils en sont fiers, donc j'imagine que oui. Annexe.
rappel, résultat, engagement. Leurs communications sont clean en tout cas. Alors voilà, hein, ils rappellent, ça reste une semaine. Population, pour ta question, c'est pas mal. Habitants inscrits sur les listes électorales. On déplore toujours qu'il n'y a pas d'écriture inclusive. Bon. Donc c'est pas leur panel. Ok. Tirage de l'échantillon et fichier source, tirage aléatoire dans une liste achetée à un fournisseur agréé. Problématique. Un fournisseur agréé de liste, c'est les gens qui vendent vos données. Donc par contre, si, petit problème, autant leur panel était super, autant acheter à un fournisseur agréé, alors je sais pas si c'est légalement, ils ont pas le droit de dire le nom, mais comment le fournisseur, même s'il est agréé, comment il a eu la liste, est-ce qu'il garde... Est-ce qu'il est aussi irréprochable que leur panel à eux? Tout ce que ça nous dit, c'est que s'il est agréé, c'est qu'ils ont au moins eu le nécessaire pour... Qu'ils ont au moins eu le nécessaire pour faire la méthode des quotas, le minimum. Bienvenue. Le fait de poser cette question en premier est un peu bizarre, mais j'estime que oui. Le principe, c'est que je parle surtout de mon expérience en tant que personne qui a travaillé dans la sociologie et dans la construction des sondages. Donc de ce point de vue-là, je reste, j'espère, assez objectif. Mais je cache pas que je suis de gauche. Non, mais y a pas de souci. Donc en tout cas, Ipsos clean. Oui, je sais pas si t'es déjà passé sur... Moi ça va. Je sais pas si t'es déjà passé. J'étais malade au stream d'avant et ça se voit un peu. Mais il y a une chaîne de rediff si tu veux voir les streams d'avant. J'accepte les gens de droite, oui. Donc il n'y a pas de dérapage, mais il n'y a pas de raison. Mais on peut discuter de politique aussi, si jamais. c'est autorisé. Parce que... Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais... Moi, je cite surtout... Bourdieu, voilà, c'est mon corpus scientifique, c'est des sociologues. Donc j'avoue que j'ai pas d'exemple de sociologue de droite. Parce que... J'en avais parlé dans un autre stream, mais c'est vrai que... La sociologie, c'est pas que ça exclut les gens de droite. C'est que... C'est basé sur le fait de... Alors surtout en France et en Allemagne, mais c'est une tradition où c'est vraiment très compréhensif. On va essayer de rentrer dans le fonctionnement de la personne en face. Et d'après Ipsos et d'autres instituts de sondage de cet acabit-là, mais on est d'accord que ça vaut pas super de ce qu'on voit depuis le début. Hein. C'est vrai que c'est plutôt l'apanage de... Enfin, c'est plutôt ce que revendiquent les gens de gauche, d'être compréhensif et de se mettre à la place des gens. Enfin... Oui. À côté, j'espère que tu n'es pas entièrement de droite. Ça ferait que tu sois quelqu'un d'extrême droite. Et là, j'avoue que j'ai plus de mal. Mais oui, restons courtois avec tout le monde. Ah, donc t'es anticapitaliste quand même. Je partage ton avis, qu'on soit d'accord, mais c'est plutôt de gauche. Mais du coup, j'ai parlé de Bernard Friot tout à l'heure. Est-ce que tu connais Bernard Friot? J'aime à le placer un peu n'importe où.
Mais c'est vrai que c'est aussi un homme influent de gauche. Parce qu'il est un peu militant. Mais c'est le grand théoricien, mais il est surtout économiste. C'est le grand théoricien, économiste, sociologue. C'est... Ouais. Du salaire à vie. On s'éloigne un peu des sondages, mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire en dehors du capitalisme. Ou plutôt, qu'est-ce qu'on fait du capitalisme aujourd'hui? Je vais pas étaler Bernard Friot. Ah, j'ai Bernard Friot et CNews ouverts dans mes onglets. La question de nationalisme, je suis de droite. Je pense qu'on peut être citoyen du monde. Je pense pas qu'on peut être citoyen du monde. On est d'abord citoyen de sa propre maison. Et oui, je connais. Et bah bravo. C'est rare les gens qui connaissent Bernard Friot. Surtout les gens qui se revendiquent de droite. Mais je comprends de quelle droite tu es. Et ouais. Un peu nationaliste, quoi, finalement. Bon, après, soit d'accord. La gauche nationaliste a une histoire un peu compliquée, mais on va pas se mettre sur ce terrain-là. Je regarde juste si j'ai autre chose à dire sur Ipsos. Tac tac, Bourdieu. Non, ça me fait plaisir de parler un peu d'autre chose que des sondages. Même si, voilà. Est-ce qu'il y a des sondages rigolos qu'on peut aller voir? Donc en tout cas, Ipsos, on va voir. Hein. Le concept, c'est un petit peu qu'on s'intéresse à un institut de sondage à chaque fois. Plus ou moins, même si on s'est un peu éternisé sur le premier qui était l'IFOP. Mais oui, parce que le nationalisme, c'est détester l'autre, c'est pas mon cas. Bah, ça va. J'avoue que le fait que la première information que j'ai eue, c'est que t'étais de droite, m'a pas rassuré. Mais ça va. Finalement, la compréhension est dans la nuance. Et c'est vrai que c'est pas mal. Oui, juste pour conclure sur Ipsos, on s'est intéressé à pas mal d'instituts de sondage. Ipsos, je pense, restera, en tout cas de ce que j'y connais, et de ce que je connais des autres surtout, restera le plus clean. Donc sa méthodologie, ce sera la meilleure de ce qui existe dans le marché actuel, dans les études de marché, dans les études d'opinion de marché. Je pense que dans les semaines qui vont venir, on va s'intéresser peut-être, il serait temps, à l'INSEE, Institut de sondage public, scientifique, et qui sera vachement mieux. On n'est pas tous nationalistes, patriotes. Ceux qui se revendiquent patriotes ont vendu ce pays à la découpe. J'avoue que c'est pas forcément mon angle préféré de la politique. Enfin, je vais pas défendre la France. Personnellement. Par contre, j'ai une petite fierté quand même. C'est-à-dire que si la France se transforme, machin, je suis pas attaché à ce qu'elle était à une époque, par mon parcours personnel, tout ça. J'aime le fait qu'elle se transforme, mais par contre, il y a des trucs de fou dans ce qu'on a construit. Et en même temps, ça vient aussi de mon parcours de mes études. Parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à la science, en particulier en sociologie, la science a été fondatrice, enfin la France a été fondatrice de plein de trucs en sciences. Et que je ne peux être que fier. Bourdieu et Durkheim sont français. On a apporté plein de trucs à l'anthropologie anglaise. On n'a pas arrêté de travailler avec Weber et les Allemands. Enfin, nous, on a à la fois revendiqué plein de choses en France en ce qui concerne la science. On l'a fait exploser parce qu'elle est devenue quelque chose d'incroyable.
ce qui n'a pas été le cas dans beaucoup de pays. C'est vrai que l'industrie, pas mal. Après, comment ça va en ce moment? Comment ça va en ce moment, France? Ah si, ça me permet de parler d'un truc. Je sais pas s'ils ont encore le tableau de bord, l'INSEE. A priori, non. A priori, ça marche pas de fou. Bon. Mais c'est vrai que j'avais fait une tier list des indicateurs statistiques aussi à un moment. Et on a beaucoup d'indicateurs en France, justement parce qu'on est très en avance sur ces sciences-là. Sur comment quantifier l'état de nos industries. Et c'est vrai que j'avais été au séminaire justement de l'INSEE qui met vraiment en place un dispositif impressionnant pour calculer notre solde commercial. Parce qu'on pourrait se dire que notre solde commercial, donc voilà, les échanges qu'on fait à l'international, c'est simplement ce qu'on vend aux autres et ce qu'on achète aux autres, mais ça va plus loin que ça. Fun fact, mais la Banque de France prend en compte les revenus du tourisme grâce aux cartes SIM des téléphones. Quand il y a des téléphones étrangers qui arrivent, on regarde un petit peu les consommations qu'ils ont en fonction des territoires qu'ils explorent, et c'est pris en compte dans le solde commercial. Donc, on est pas mal, mais c'est vrai que c'est qu'une partie de l'industrie. Là, j'avoue que ce qu'on entend le plus en ce moment, c'est notre capacité et notre fierté nationale à être capable de se défendre nous-mêmes. C'est vrai que ça peut être une fierté. Après, la tendance à mettre beaucoup d'argent, voilà, les politiques publiques en ce moment, ça c'est autre chose, hein, mais tendance à mettre beaucoup d'argent dans l'armée et de réduire celui de tout le reste des dépenses publiques en fait, mais surtout dans les services. Ça, je le déplore. Après, bon, bah, il faut de l'argent pour garder notre indépendance de défense. Et militairement, on est toujours bien placé. Parce que justement, on a fait ce choix dans notre histoire de privilégier l'industrie française. Ce qui est, on est d'accord, de moins en moins le cas. Voilà. Mais dans le public, c'est toujours le cas. Parce que je sais pas si c'est dans toutes les branches des services publics. Parce qu'il y a plein de statuts de fonctionnaires, voilà. En sciences, en tout cas, on utilise quasiment uniquement des... Comment on dit? On utilise quasiment uniquement des productions françaises. Je crois pas à la véracité des chiffres. Pour moi, on masque les vrais chiffres. Je suis honnête avec toi. Eh bah écoute, c'est un petit peu le principe de ce format, de dire là où on regarde les bons chiffres, là où la méthodologie pêche, et ce qu'on peut cacher. Après, pour l'instant, on n'a pas fait de review de la méthodologie de l'INSEE. Je peux pas... ce sera long, ce sera un stream entier. Donc pour l'instant, j'avoue que si tu fais pas confiance à l'INSEE, bah, pour l'instant c'est légitime de ce qu'on a vu. Après, il y a quand même, par exemple, quelque chose qu'on a beaucoup déploré dans les autres instituts de sondage, c'est l'opacité de leur méthodologie. Que ce soit dit, malgré tout, l'INSEE a une certaine opacité aussi, mais a le mérite, par exemple, d'avoir tout un truc de définition, qui est beaucoup trop long pour tout voir maintenant, mais par contre, ce qu'on reproche à l'INSEE souvent, c'est que les chiffres sont durs à lire. Ce qui est vrai.
Parce que dans les publications, on estime que les gens savent les définitions de tout ça, ce qui n'est pas le cas. Ça d'une part, et d'autre part le manque de moyens parce que c'est un institut public. Et ça, c'est vrai que c'est terrible. C'est ce qui fait que je pense que si on va voir n'importe quelle enquête, petit thème, je sais pas, peut-être pas les dernières enquêtes parce que là j'avoue que c'est chaud. Chiffre clé des créations d'entreprises, non pas les chiffres clés, faut une enquête. Série chronologique peut-être. Non, c'était cas dans les indices. En tout cas, il y a toujours un petit encart méthodologie qui est censé aider à comprendre comment le chiffre a été construit. Mais on y viendra, mais dans la structure de l'INSEE, c'est pas leur priorité. Et comme ils ont moins de moyens, bah c'est souvent ça qui passe à la trappe. Donc ça donne pas confiance en leurs chiffres. Et c'est vrai que ça donne pas de garantie que leurs chiffres soient vrais. Après, je pourrais parler des chiffres que je connais, que je sais comment ils sont construits, de l'intérieur. Et par exemple, on a fait un petit encart sur l'inflation quand on a parlé des indices. Je pense qu'on peut faire confiance au calcul de l'inflation. Bien, mais sur l'immigration, certains sondages de l'IFOP, dans la communauté musulmane sont transformés dans un but idéologique par exemple, et que 45% des jeunes veulent installer la charia, j'y crois pas, c'est biaisé. Et ben on a parlé exactement de ça dans un stream sur l'IFOP, un des premiers qu'on a fait. Et je suis d'accord avec toi. Et si tu veux savoir pourquoi ce chiffre est biaisé, j'en ai parlé. Alors c'était il y a un petit moment, mais mes deux souvenirs, c'est que, et des lacunes classiques de l'IFOP, c'était que dans la formulation de la question, ça pouvait laisser penser à un peu tout et n'importe quoi. Et qu'ils ont fait des regroupements avec des gens qui n'avaient pas répondu à cette question-là. Et il y avait aussi que dans l'enchaînement des questions, je sais plus. Sur l'immigration, on nous a menti pendant des années. Bah, je pense que sur l'immigration, on nous a menti pendant des années des deux côtés. En fait, en ce moment, c'est pour ça que j'essaye de trouver un petit peu la différence entre les instituts de sondage et notamment les enquêtes d'opinion que j'appelle de marché, donc celles qui répondent à une offre, et celles plus scientifiques qui s'intéressent à des problématiques qui sont censées intéresser tous les Français. C'est que, par exemple, CNews. CNews, ils vivent de... Et ils commanditent des sondages, hein. C'est ce qu'on a parlé dans le dernier stream. Mais CNews, Europe 1 et le JDD qui commanditent des sondages à CSA, qui en fait appartiennent tous à la même personne. Bon c'est juste Bolloré qui trafique des chiffres pour faire croire qu'il y a plus d'immigration que ce qu'il y a en vrai. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi c'est faux. C'est faux parce que du début à la fin, tout est orchestré par Bolloré. Et que légalement, ça n'est pas des sondages d'ailleurs. Mais d'un côté, t'as l'extrême droite qui surreprésente les immigrés, et de l'autre côté, t'as par exemple l'INSEE ou les instituts publics qui n'ont pas le droit de faire des chiffres dessus. Donc en fait, moi, j'avoue que du point de vue de quelqu'un qui est formé à une bonne méthodologie, on va dire, je la retrouve plutôt dans les organismes publics ou dans les organismes les mieux agréés, voilà. Et c'est des organismes qui n'ont pas le droit de poser la question de l'origine. Oui, non, mais CNews, c'était un exemple, mais c'est juste que c'est particulièrement parlant parce que vraiment tout appartient à la même sphère. Mais cela dit, BFM fait aussi des... On pourra parler de BFM, mais ils font aussi des sondages internes.
Cela dit, de ce que je m'en souviens récemment, il s'appuie plutôt sur d'autres sondages, notamment Ipsos, mais du coup, pas ouf non plus. Mais oui, tout ça pour dire que les instituts de sondage en lesquels moi je place le plus ma confiance et méthodologiquement dans lesquels on peut placer le plus notre confiance, c'est des instituts qui ne peuvent pas établir de chiffres sur la base de l'appartenance ou non à une ethnie réelle ou supposée. Donc légalement, on ne peut pas avoir de chiffres solides sur l'immigration. Et alors ça, c'est un bon débat à avoir aussi. Mais est-ce que c'est légitime ou pas? Et voilà. C'est une bonne question. Même à gauche, ils se rendent compte qu'il y a un problème démographique. Et je pense que j'en ai rien à faire, mais c'est un constat. Moi, c'est un petit peu ce que je pense. Enfin, du coup, j'en sais rien s'il y a démographiquement quelque chose qu'on pourrait appeler un problème. Mais il se passe quelque chose démographiquement. Par exemple, sur les chiffres de la population, est-ce qu'on a notre solde de naissance? Naissance, décès, on a plus de décès que de naissances. Mais notre population monte parce qu'on a toujours des gens qui arrivent. Voilà. Ouais, il n'y a pas le... espérance de vie. Là, il n'y a que le solde naturel pour le coup, c'est un peu dommage. Mais voilà, sans l'immigration, on perdrait des populations, par exemple. C'est un constat. Donc oui, il y a pas mal d'immigration. Mais oui, moi je considère que c'est pas un problème et que le fait qu'on n'ait pas le droit de faire de chiffres dessus, c'est pour le mieux, j'avoue. Parce que... ouais. En fait, dès l'instant où on fait des chiffres sur est-ce que vous portez ou non le voile, ou même oui, le sondage IFOP sur les pratiques des musulmans, qui en fait sont pas sur les pratiques des musulmans, mais voilà. Ça a toujours été problématique. Donc, même quand on a une bonne méthodologie, on peut pas se prémunir du fait que les gens qui vont qui vont recevoir les chiffres vont pas mal les interpréter. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait le moins de sondages possible qui parlent de l'immigration. Parce que c'est pas un problème. Oui, les chiffres dans la vie réelle, tu remarques cette différence. C'est pas anti-immigration, c'est première victime de système. Alors j'avoue que c'est peut-être une déformation de par des formations professionnelles plus ou moins. Mais je fais pas confiance à ce que je vois dans la rue. Après, c'est aussi parce que j'ai conscience que j'habite dans une ville où il y a plus ou moins d'immigration. Que si je vais dans d'autres villes, ce sera dans des sites assez touristiques, donc forcément il y aura moins de Français. Après, par contre, ce dont je suis sûr, c'est que une des raisons pour lesquelles je pourrais être fier de la France, c'est dans le fait que c'est et ça restera quelque chose de cosmopolite. C'est que il y a pas un Français, il y en a plein. Et c'est aussi un peu pour ça que je me suis lancé dans la socio. C'est là qu'on voit qu'il y a d'autant plus de profils différents qui vivent tous ensemble. Notre image très stéréotypée des gens et l'immigré, c'est pareil. Non, voilà. J'ai pas dit que t'avais dit le contraire, mais en tout cas, c'est mon avis. Mais moi, j'avoue que je fais pas confiance à ce que je vois dans la rue. Bon. Après, c'est vrai que pour le coup, c'est un bon exemple, l'immigration, c'est que y a que dans la rue où on peut avoir des chiffres.
Donc, bah, moi, j'ai fait le choix de plutôt considérer que c'est pas un problème. Et du coup, pas forcément regarder les gens dans la rue. Mais je suis d'accord. Après, il y a des gens... Enfin, il y a des cultures que je ne veux pas voir importées en France, par exemple. J'aimerais que les homosexuels aient le droit de vivre, par exemple. Et de se marier. Au moins civilement. Tu fais de la sociologie, la première des bases, c'est l'observation. La première des bases, c'est la méthodologie. C'est que la première chose que tu apprends, c'est que les micro-trottoirs n'ont pas de valeur. Tu peux pas aller dans la rue, poser une question, te dire c'est bon, j'ai eu 1000 personnes, ça marche. Non, ça marche pas. Mais par contre, une bonne observation, oui. Moi, j'ai fait plein d'observations, mais c'est vraiment très encadré. Et tu tiens un journal de terrain, tu notes tout ce que tu vois, parce que justement, par exemple, moi j'ai étudié des sociaux de la culture, donc c'est vraiment, on s'immerge dans une culture qui est souvent très loin de la nôtre. Moi je me suis occupé de sous-culture, qui n'est pas un terme dénigrant, mais voilà, des cultures d'internet ou des trucs comme ça, où tu vas sur les forums, t'observes tout, et en fait, c'est là que tu vois qu'il y a vraiment un intérêt à la méthodologie. C'est pas juste un truc chiant qu'on t'apprend en L1 et que tu peux oublier après. C'est que ta première observation, elle est pertinente parce qu'il y a ton affect dedans. Il y a... Je viens d'arriver dans une communauté que je connais pas. Ça me paraît bizarre. Je comprends pas pourquoi ces gens font ça. Puis au fur et à mesure, tu apprends à les connaître. Et tu peux... tu reprends tes premières observations en te disant c'est certainement comme ça que la plupart des gens voient cette communauté a priori. Puis tu fais le cheminement de comprendre pourquoi ils font ça. Et une fois que tu as compris, tu te dis, pareil, première observation, à chaud, il se passe ça, et encore une fois, tu as ton affect. Parce que tu es dans la situation, donc tu te dis, moi j'y ai pris part parce que c'est de l'observation. Alors ça dépend, technique, mais ça dépend si elle est participante ou pas. Mais si elle l'aide à participer à une danse, par exemple, même si du coup maintenant t'es immergé dans la culture, que tu comprends ce que ça signifie, t'as participé à la danse, donc t'as l'affect, t'as des émotions qui se sont passées pendant la danse, donc il faut que tu le notes, parce que ton observation à chaud, elle sera différente de ton observation à froid, que tu feras après. Tu te dis, tu peux étudier les émotions. Donc c'est un peu ça qu'on apprend la base de l'observation. Sociologie, c'est la meilleure arme. Ça me fait très plaisir. Mais la sociologie, c'est la meilleure arme intellectuelle pour se forger plusieurs avis. À la base, on nous montre des images sur les immigrés très clichés et très biaisés. Ils ont beaucoup une hargne de réussir. Ils sont jamais montrés à la télé. C'est une image qui renforce un mauvais stéréotype. Oui. C'est vrai que pour le coup, si on doit parler de... C'est vrai, des gens que je vois dans la vie, les gens issus de l'immigration ou de familles issues de l'immigration, c'est surtout des gens qui ont envie de s'en sortir. Pour être honnête, mais c'est une observation personnelle, je connais pas de famille issue de l'immigration qui se laisse vivre par les aides sociales. J'en connais aucune. donc c'est sûr. Et ce qui est d'autant plus pernicieux, c'est que d'un côté, il y a l'extrême droite qui nous dit que les immigrés viennent pour profiter des aides sociales. Et de l'autre, il y a certainement... Enfin, je pense que c'est des médias de genre centre-droit, ou en tout cas des médias d'information qui informent vraiment, mais pas de la bonne manière. Ce que j'avais vu passer, en plus, il n'y a pas si longtemps, c'était France Info, mais France Info n'est pas le seul à le faire, où c'est vraiment, ils prennent un profil de quelqu'un issu de l'immigration qui disent non, regardez, lui a réussi, ce qui est bien, mais en fait, ça l'érige en exception. Alors que c'est ça la norme. C'est que les gens ont envie de réussir, ou de s'en sortir, ou de faire des trucs. Personne ne veut rien faire. Je suis
en psycho, je sais de quoi je parle, j'en croise énormément. Ils ont une rage énorme de s'en sortir. Et oui. Ça, je suis d'accord. Mais on n'a pas de... On n'a pas de grands médias qui... Je sais pas. Si, on a des grands médias qui montrent un peu la réalité de ce que c'est que l'immigration, mais... Ah, est-ce que je sais pas. J'ai un avis sur les médias, mais en fait, il est pas spécialement construit. C'est juste que... Est-ce que... Ah tiens, je vais reprendre Le Monde. Ah, qui possède quoi? Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps dans nos médias. Mais c'est ce que j'avais dit un peu la dernière fois. C'est qu'en vrai, dans qui possède quoi, les gens au milieu, c'est pas des gens de gauche. Donc le fait que les grands propriétaires des médias soient surtout des riches de droite ou d'extrême droite, et bah forcément, c'est ce qu'on voit le plus. Mais c'est pour ça que, effectivement, la socio, c'est une très bonne arme. Parce que d'une part, ça montre que... alors, d'une part, c'est mal interprété. Par exemple, Ipsos, qui je pense participe à faire en sorte que ça se passe mal, mais... ou surtout IFOP. Voilà, mais ces instituts-là qui peuvent être payés par un peu n'importe qui pour donner une réponse qui convient à la personne qui paye, parce que c'est comme ça que ça marche, le marché. T'es payé quoi qu'il arrive, mais tu seras recommandité que si t'as satisfait à l'impératif de la personne qui t'a payé. Donc en général, ils essayent de donner des réponses qui vont satisfaire la personne qui les contacte, donc la personne qui les paye, donc quelqu'un qui a de l'argent finalement, et les personnes qui ont de l'argent, c'est eux quoi. Et Famille Bouygues, Bernard Arnault, Dassault, Bolloré évidemment, Pierre-Édouard Sterrin. Alors qu'en plus, il y a Saint-Cric, mais qu'en plus il y a de ces familles qui mettent en place vraiment des plans. C'était quoi? C'était le projet Périclès, je crois. Périscolaire, évidemment. Je sais plus. Il y a vraiment des projets d'extrême droite qui visent explicitement à intégrer les médias. Et puis en plus, il y a les think tanks. Là où je pense on sera à tous d'accord, même les gens de la rediff, c'est que le capitalisme, il est parfait pour faire monter ce genre de personnes. Parce qu'il vit littéralement de la même chose que l'extrême droite, quoi. De frustration et de peur. En tout cas, notre capitalisme de marché, capitalisme de consommation qu'on a aujourd'hui. Société de consommation. Donc, c'est un petit peu la conclusion de pas mal de sociologues de notre époque. Des sociologues politiques. C'est que notre capitalisme, si on continue dans cette lignée-là, dans celle de Macron particulièrement, oui, voilà, on a fait tout un stream sur le néolibéralisme d'ailleurs. On a fait 2, je crois, avant qu'on s'intéresse au sondage. Mais oui, ça ouvre la porte à l'extrême droite et à... après, en ce moment, c'est plutôt... c'est plutôt littéral. C'est-à-dire que Macron, qui s'est toujours inspiré des États-Unis, et l'état des États-Unis aujourd'hui, je pense que on voit particulièrement aujourd'hui que les États-Unis n'est pas un modèle à suivre, vu ce que ça a engendré. Tu veux dire, faites diversion. Phrase de Bernard, oui.
Euh, Mais voilà. Bon, c'est vrai que sur les sondages d'opinion, Bourdieu avait un avis sur les crises politiques aussi. Et sur le fait que ces instituts d'opinion-là nourrissent clairement les médias pendant ces phases-là. Mais comme je disais, avec le phénomène que c'est notamment les plus grands propriétaires qui vont commanditer des sondages, et bah comme on l'avait vu avec CNews, c'est juste un point d'appui en plus pour faire genre que ton avis est partagé alors que pas du tout. Mais je mettrai, je pense, dans la description de la rediff l'article de Bourdieu parce qu'il est bien. Tout simplement. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. On approche les 17h. On peut finir sur Bourdieu. Est-ce que je l'ai encore ouvert? Oui. Tiens, comment il conclut Bourdieu? C'est pas si loin, c'est pour ça que l'article est bien. C'était un cours qu'il avait donné. Oui, l'article est... Enfin, c'est Bourdieu, donc c'est un peu provocateur. Pas dans le complot sur les chiffres. Attention, mais quand on prend... Comme ça nous arrange. Sur le sondage de l'IFOP qu'on apparaît, t'as vu, je me suis... Mais non, je ne doute pas que tu n'es pas malhonnête. Mais en fait, c'est ça. Moi, c'est... J'espère qu'un jour, je trouverai la bonne méthode. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est juste... Bah, par exemple, retournons sur vraiment la pire des sources. Parce que c'est toujours mieux de prendre le pire. Mais voilà. On a parlé de ces news et des questions du jour. Et voilà, ils ont une question par jour. De la merde. Nul. Il n'y a pas d'autre mot. Donc on peut se dire que oui, CNews va mal interpréter les chiffres. Oui, non mais... J'espère que tu n'es pas raciste et j'ai l'impression que tu ne l'es pas, donc tout va bien. Mais oui, voilà, moi ce que j'essaie de construire, c'est... CNews a posé une question, voilà, un petit peu la base de la méthode scientifique d'ailleurs, en base de la méthode en sociaux, on déconstruit ce qui se passe, ce qu'on observe. On observe que CNews a mis la question, doit-on mettre plus de moyens pour lutter contre l'insécurité? Ouais, l'exemple est bien. Donc, dans une observation en science, on va se dire, on ne peut pas avoir une... déjà, premier constat, c'est impossible que le résultat qui va s'afficher quand j'aurai choisi une modalité soit représentatif de la vie des Français. Ça, c'est impossible. Ensuite, on peut se poser la question, on peut se poser plein de questions, mais par exemple, pourquoi CNews aurait posé cette question-là? En sachant que ça ne peut pas représenter l'ensemble des Français, peut-être que c'était quand même leur problématique à la base. Avoir un avis sur l'ensemble des Français. Certainement, mais ils sont nuls, donc ils ont posé la question comme ça sur leur site. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de cette question? Est-ce qu'on peut toujours tirer quelque chose d'une question? La réponse qu'on aura n'aura rien à voir avec la question qu'on a posée. Première observation, truc le plus neutre possible, mais si on déconstruit ces étapes obligatoires, de cette question-là sur le site de CNews, on aura les réponses des personnes qui auront sélectionné oui ou non à la question doit-on mettre plus de moyens pour lutter contre l'insécurité? Ça, c'est le fait. Mais donc, on va faire l'expérience.
Doit-on mettre plus de moyens pour lutter contre l'insécurité ? J'avoue que moi, la question, finalement, elle est pas si simple. Qu'est-ce que CNews voulait mettre derrière ? On avait vu que c'était des questions qui étaient en lien avec ce qui se passait sur le plateau. Donc ce qui se passe sur le plateau, c'est évidemment, est-ce qu'il faut armer la police, par exemple ? Ou c'est certainement, ils ont dû rebondir sur ce qu'a dit Laurent Wauquiez, je crois, récemment, sur est-ce qu'il faut mettre une présomption de légitime défense aux policiers. Donc hypothèse, c'est pour ça qu'il pose cette question. Mais la question est nulle. Pourquoi elle est nulle ? Parce que moi, j'aurais pu l'interpréter différemment si j'avais pas eu le contexte. Si on me demande doit-on mettre plus de moyens pour lutter contre l'insécurité, j'avoue que le premier sujet qui me vient, c'est pas l'immigration, comme ça devrait être le cas de l'audience de CNews, mais ce serait plutôt les violences faites aux femmes ou aux minorités. Parce que j'avoue que quand on parle d'insécurité, je pense pas à l'insécurité des hommes blancs cis-hétéros. Dans la rue, je pense que ça va. Alors ça dépend des quartiers, voilà, mais c'est pas les plus à plaindre. Moi, je pense aux catégories de population pour qui c'est plus compliqué. Donc j'aurais dit que oui. Il faut mettre plus de moyens pour lutter contre l'insécurité des femmes dans la rue. Ou des couples homosexuels qui se tiennent la main, par exemple. Parce que je trouve ça chaud qu'on puisse pas toujours partout. Mais le problème, c'est que là, avec ces modalités-là, si je mets oui, je suis affilié à des gens qui sont racistes. Mais c'est bien de le savoir. Et c'est pour ça que c'est un peu ma passion de savoir... Fun fact, mais ça a été l'objet de mon mémoire en grande partie, c'est essayer de trouver pourquoi rien n'est fondamentalement nul. Chaque question produit un résultat qu'on peut analyser, mais c'est jamais le résultat auquel on s'attend au début. Et c'est pour ça que j'ai plus de facilité à étudier les instituts de sondage qui sont un peu nuls. C'est que là, c'est sûr que par une forme d'incompétence ou un système qui ne les met pas en valeur, ce sera toujours un peu étonnant. Mais qu'on soit d'accord, ces news ne méritent pas autant d'attention. Juste par curiosité, je vais mettre non pour éviter d'être raciste quand même. Voilà. Et comme j'avais dit quand on avait fait les questions du jour, c'est un rêve absolu pour tout scientifique d'avoir ces réponses-là. C'est fou. Là, on peut se dire que dans notre échantillon, il y a une forme de consensus. Et c'est un peu ce qu'on recherche dans les recherches d'une manière générale. Mais ce consensus ne vaut rien parce que notre échantillon est nul et que la façon de poser la question n'allait pas et que c'est pas représentatif et que c'est de la merde. Mais on a un résultat. En tout cas, je pense que pour faire la transition avec notre prochain sujet qui sera certainement, sauf s'il se passe une dinguerie d'ici là, mercredi prochain, les instituts de sondage public. Je pense qu'on parlera de l'INSEE parce que c'est vrai que je le prends comme référence, mais je me suis pas éternisé sur sa méthodologie. Pour faire le lien entre ça, je reprends ce par quoi j'ai commencé. Sur Fun Fact, comment distinguer un bon sondage d'un mauvais sondage. Il n'y a pas de solution miracle, mais un bon indice, c'est est-ce que le taux de non-réponse est pris en compte ? Est-ce qu'il n'est pas caché ? Voire pire, est-ce qu'il n'est pas redistribué ? Ou rehaussé, ou rabaissé ?
ça, c'est ce qu'ils font et c'est vraiment honteux. Mais si dans un sondage, on a honnêtement le taux de nos réponses, voire une modalité ne sait pas, eh ben c'est déjà un sondage qui est un peu plus honnête. C'est un sondage qui est capable de se dire que la question que j'ai posée était soit mal posée, soit pas digne d'intérêt. Et en soi, c'est une opinion tout à fait valable. Je pense que si on arrivait à bien saisir ce chiffre, et c'est une des conclusions de Bourdieu, c'est que si on arrivait à saisir le chiffre de la non-réponse, et ben des questions comme tout ce qui alimente la peur et qui sert l'extrême droite, comme l'immigration par exemple, il y aurait beaucoup plus de gens qui en auraient rien à foutre. Qui n'auraient pas d'avis particulier dessus, qui diraient je sais pas, et si on prenait bien en compte le résultat, ça donnerait moins de grains à moudre à ces news, par exemple. Bolloré d'une manière générale. Donc voilà. Mais existe-t-il un système où ces non-réponses sont bien prises en compte ? Eh bien, on verra ça dans l'INSEE la semaine prochaine. Spoiler, pas trop, mais c'est déjà mieux. Et on verra aussi l'intérêt des non-réponses, comme ça je repartirai sur Bourdieu aussi. Hop. En tout cas, au revoir et à la semaine prochaine. Hop. Voilà. Au revoir et à la semaine prochaine, c'était pas du tout une erreur.